Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est un drame qui a tenu en haleine toutes les rédactions hier, les policiers également, la traque de ce tireur parisien qui a été largement relayé sur les chaînes d'information et sur les radios, sur Europe 1 d'ailleurs. Vous l'avez vécu en direct avec nous, avec ces éditions spéciales pour suivre les déplacements, l'évolution de l'enquête. Alors on a décidé ce matin d'essayer de décrypter un peu le travail des journalistes, la façon dont les choses se sont déroulées. Pour en parler avec nous, Philippe Antoine qui est rédacteur en chef à BFM TV. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vous qui vous êtes retrouvé face au tireur vendredi matin avec ces images qu'on voit et qui tournent en boucle sur les chaînes d'infos depuis hier. Avec nous également dans ce studio, Pierre de Cossette. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes journaliste au service police-justice d'Europe 1. Vous allez nous expliquer un peu comment travaillent les journalistes dans des situations comme celle-là. Et puis François Jost, sociologue des médias. Bonjour François. Oui, bonjour Jean-Marc. Merci également d'être en direct avec nous sur Europe 1. Philippe Antoine, je vais commencer avec vous. Tout d'abord, on vous a vu beaucoup hier sur BFM TV en train d'expliquer ce qui s'était passé vendredi matin. Tout d'abord, pourquoi avoir décidé d'en parler hier soir alors que quand ça s'est passé vendredi sur BFM et pendant tout le week-end, il y a eu un silence, en tout cas du côté de BFM. Vous avez décidé de ne pas médiatiser ça alors qu'il y avait des dépêches AFP et des articles dans les quotidiens. Oui, on n'en a pas parlé sur l'antenne parce que ça ne méritait pas. Enfin, on a pris la décision de ne pas donner de publicité à ça, c'est voilà, ça. Exactement. Et que ça restait, un petit fait divers, mais pas plus que ça. En plus, jusqu'à vendredi matin, on a eu des images que hier après-midi. Et jusqu'à donc vendredi matin, moi j'ai été auditionné par la police judiciaire. D'après les enquêteurs, qui savaient de ce qui s'était passé, on n'avait pas la certitude qu'il y ait eu intention de tir. Donc ça pouvait être quelqu'un qui rentrait, un coup de folie, une menace, mais sans volonté de tirer, avec 2 cartouches qui étaient tombées par terre. Et voilà, donc on avait décidé de ne pas en parler. Hier matin, quand vous avez appris ce qui s'était passé à Libération, dans votre tête, vous, à titre personnel, vous avez fait immédiatement le lien avec ce qui s'était passé à BFM TV ? Un homme seul avec un fusil à pompe dans un média le matin, 3 jours après, oui, j'ai fait le lien quasi immédiatement. Ouais. Alors après, avec un point d'interrogation. Bien sûr, mais dans votre tête, oui, à titre personnel. Qu'est-ce qui se passe quand de journalistes, c'est-à-dire d'observateurs du monde, on devient acteur tout à coup et on devient un vrai témoin, on devient une vraie personnalité? Il se passe quelque chose dans votre tête? Personnalité, je dirais pas du tout ça, mais on n'est pas acteur, on est victime. Donc on est victime comme ça peut vous arriver dans la rue ou ailleurs. Voilà, pour moi je suis pas victime en tant que moi, rédacteur en chef de BFM TV où j'étais là à ce moment-là et c'était pas à moi personnellement qu'il en voulait puisque c'est pas quelqu'un que je connais a priori. J'ai vu son visage et il me dit absolument rien. Donc voilà, je pense que c'est plus simple de s'écrire l'histoire comme ça en se disant que c'est pas moi qui était visé personnellement. François Jost, justement sociologue des médias. On voit qu'il y a 2 médias qui ont été visés. Il y a eu BFM TV, il y a eu Libération également. C'est des médias assez symboliques. Est-ce que pour vous, qui êtes sociologue des médias, ça arrive souvent qu'on s'en prenne comme ça à des médias, pas de façon aussi dramatique bien évidemment, mais qu'il y ait une certaine haine comme ça qui soit véhiculée par rapport aux médias, ou c'est quelque chose d'assez nouveau ? Oui, non, c'est pas nouveau. C'est vrai que souvent on accuse les médias de tout et ça va avec un certain nombre de discours politiques désabusés. On s'en prend d'abord aux hommes politiques en disant il ne faut rien pour nous, etc. Et puis ensuite, en général, c'est la faute des médias. Donc ça, c'est pas tout à fait nouveau, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médias sont des boucs émissaires aujourd'hui? C'est sans doute que il y a une crise de la représentation qui touche d'un côté les politiques, c'est-à-dire les gens ne se sentent pas représentés par le microcosme politique, mais peut-être de moins en moins par les médias aussi. Et les médias le savent bien puisque précisément ils font des efforts tous les jours pour que le lecteur, le spectateur, l'auditeur soit près d'eux, soit être plus proche d'eux en tout cas. Pierre de Cossette, vous êtes journaliste à Europe 1 au service police-justice. D'abord, comment travaillent les journalistes dans des cas comme celui-ci? Est-ce que vous êtes en liaison directe avec la police, avec les enquêteurs pour avoir des informations? Alors, il y a des sources officielles. Le procureur de la République, hier, François Molins, a fait sa conférence de presse au Palais de Justice. Après, nous, évidemment, notre métier, alors évidemment, je vais décevoir peut-être nos auditeurs, je ne vais pas leur dire qui on a au téléphone et qui nous parle. C'est pas la question. Notre métier, effectivement, c'est d'avoir un maximum de personnes qui soient susceptibles de nous informer. Généralement, si ce sont des policiers, par exemple, puisque là, c'est la police qui enquête, ils savent exactement ce qu'ils peuvent nous dire.
ce qu'ils peuvent ne pas nous dire ou ce qu'ils peuvent nous dire sous le sceau de la confiance, qu'on appelle le off, mais il y a plusieurs degrés de off, on va dire du off total, c'est-à-dire simplement pour nous donner des éléments de contexte, des éléments d'explication qui nous serviront, nous, à ne pas dire de bêtises, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la première priorité pour nous, c'est de ne pas dire de bêtises. Quand on arrive à l'antenne, quand il y a une information qui sort dans un autre média, je pourrais dire BFM TV, mais tous les autres médias, même l'AFP, c'est se faire confirmer ce qui est dit par ailleurs. Donc c'est avoir des relations de confiance avec des personnes qui peuvent nous dire ça, je vous le confirme, ça non, c'est faux, partez pas dans cette direction-là parce que vous allez alimenter la psychose et parce que c'est pas ça. Notre métier, c'est avant tout de pas dire de bêtises quand on arrive à l'antenne. Alors après, ça va être, on peut savoir des choses qu'on ne dit pas, pour aussi le bien de l'enquête, pour les relations de confiance qu'on a avec nos sources. Et puis là, c'est vrai que dans ce cas-là, on a quand même quelqu'un qui s'en prend à des médias, qui a tiré sur un jeune assistant photographe. On n'est pas là non plus pour torpiller l'enquête des policiers. On sait très bien que s'ils nous parlent, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en nous, et on a la même confiance en eux en retour. Pierre de Cossette, je ne vais pas vous demander quelles informations, mais simplement, j'aimerais que vous répondiez par oui ou par non. Est-ce que vous avez, depuis hier, des informations que vous ne pouvez pas nous donner, en tout cas donner au grand public? Est-ce que vous avez des informations autres et complémentaires où on vous a dit, voilà, on te donne ces informations pour que tu comprennes, mais surtout ne les donne pas au grand public? Vous en avez? Pas d'informations capitales. Pas d'information capitale. Nous, c'est vrai qu'hier soir, on est resté assez tard à la radio, on y est revenu tôt ce matin. Hier soir, on nous disait que les appels à témoins, il y en avait déjà eu plusieurs centaines. Avant même le JT, avant même 20h, il y avait déjà eu 130 ou 140 réponses, appels. En fait. Voilà, cet appel à témoins, des coups de fil à la PJ. En fin de soirée, on nous parlait de plusieurs centaines. On nous disait, on n'a rien de déterminant. Après, on se doute bien que nos sources, même si on a parfois des relations assez qui peuvent être vraiment de confiance, s'ils ont déjà identifié quelqu'un parce qu'un proche a appelé pour dire je le reconnais, c'est mon frère, il est complètement cintré, qu'ils vont pas forcément nous le dire. S'ils ont prévu d'interpeller à 6h du matin, il y a quand même des choses à un moment donné, même si on a des très bonnes relations avec certains policiers ou avec certains magistrats, ça ils vont pas nous le dire. Ça veut dire je ne le sais pas. En tout cas, dans les rapports avec la police et la justice, le off a encore un sens, parce qu'on a vu pas mal de polémiques ces derniers temps sur la politique, où on voyait que les offs sautaient et finalement les journalistes venaient souvent au micro raconter des offs. Quand on est sur un secteur aussi sensible que la police et la justice, quand il y a des offs, on les respecte. Généralement, oui. On touche quand même à la vie de certaines personnes, il ne faut pas l'oublier. Philippe-Antoine, justement, moi, il y a un truc qui m'a étonné hier. Je zappais entre BFM TV et iTélé. Par exemple, vous avez mis beaucoup de temps à BFM TV à montrer les images qui avaient été tournées dans le hall d'entrée de BFM TV. On s'est même retrouvé à un moment donné à une situation un peu surréaliste, c'est-à-dire que iTélé les montrait avec le tireur à visage découvert, tandis que vous, sur BFM TV, alors que c'était vos images, en fait, puisque c'était vos caméras de sécurité, vous floutiez le visage du tireur. Pourquoi cette différence et en quoi c'était une différence d'approche ? Je pense qu'on a été... on va pas faire de comparatif, mais on a été plus prudent et je pense plus respectueux du travail des enquêteurs, puisque nous, les relations que nous avions surtout avec le procureur et les enquêteurs, c'était vraiment, de leur part en tout cas, de nous dire à partir jusqu'au moment où on diffusera une photo du tireur, s'il vous plaît, n'utilisez pas et ne diffusez pas les images parce que ça peut compromettre l'enquête, puisque la personne est en fuite et que à partir du moment où elle sait qu'elle a été identifiée, en tout cas qu'on connaît son visage, sa réaction peut être totalement différente. Donc voilà, le choix avait été fait de respecter ce délai. Bon, il n'a pas été respecté par tout le monde, voilà, chacun sa responsabilité. Mais voilà, une fois que le procureur a décidé de publier cette photo, nous, on a publié les images. François Jost, sociologue des médias, on a le sentiment quand même qu'il y avait une certaine fascination de la part des téléspectateurs et des auditeurs pour cette traque. On avait un peu le sentiment de vivre ce qu'on vit parfois aux États-Unis quand il y a des faits divers comme cela. Oui, bien sûr. On ne peut pas oublier que le spectateur a plein d'images dans la tête qui sont données par les séries, par les films. Et hier, quand on a vu évidemment au début l'hélicoptère, on a pensé à ces images américaines où l'hélicoptère poursuit un homme et puis il le retrouve. D'où un moment évidemment de déception aussi qui s'est affiché, je dirais, sur les chaînes en continu avec des bandeaux comme la police commence juste à travailler, enfin la police est dans l'impasse, etc. Comme si on pouvait avoir le même
temps que celui d'un épisode de série où en 55 minutes, on trouve qu'il est coupable, on boucle le coupable, etc. Donc il y a eu un moment de déception où ça a un peu flotté, je dirais, du point de vue de l'information, c'est-à-dire qu'on a vu se poser des questions, même comme à quoi sert un hélicoptère, qui était assez étonnante, j'ai trouvé, de la part des journalistes, parce que on avait l'impression que c'était comparé aux réussites qui peuvent exister dans les reportages, dans les chasses à l'homme américaines. Mais ça n'avait rien à voir, évidemment. Ouais, c'est intéressant ça, Pierre de Cossette. C'est vrai qu'on n'est pas dans une série américaine et on a le temps de la police qui n'est pas le temps des séries américaines. Hein. Non, mais alors nous, pour baigner un peu dans cet univers au quotidien, c'est vrai qu'on a de temps en temps dans la rédaction des questions, même parfois de chefs, c'est pas très sympa ce que je veux dire pour eux, mais qui nous disent, mais enfin là, ça fait quand même 24 heures, on piétine, enfin les flics, ils ont rien. On leur dit, non, mais les policiers, là, ils ont des dizaines d'heures de bandes vidéo à regarder, ils ont potentiellement de la téléphonie à faire et retrouver les téléphones qui ont borné, des dizaines de milliers de téléphones qui ont pu borner près de BFM TV, près de Libération. Tout ça prend un temps fou et effectivement, ça se passe pas comme dans un 52 minutes. Et à la fois, ça prend un temps fou et c'est très rapide. Moi, j'ai été auditionné par la police judiciaire le vendredi matin, je crois qu'il était 10h30, et à 11h, la PJ avait déjà saisi les images de la RATP et savait déjà que, donc on était 3 heures après les faits, un peu plus de 3 heures après les faits, et elle savait déjà que ce tireur avait passé 20 minutes sur un banc juste à côté de BFM TV en attendant le tram. Vendredi matin, il faisait froid, donc il était en train d'attendre quelque chose pour agir. Et ça, 3 heures après, ils le savaient. Donc ils avaient déjà, la PJ a déjà une photo vendredi matin à 10h30 de ce tireur. Je trouve que l'autre question qui est intéressante, c'est que font les enquêteurs pendant ce week-end ? Parce que vendredi, quand ils quittent BFM TV, après avoir tenté de tirer, il dit quand même, la prochaine fois, je ne vous raterai pas. Il y a du futur, quoi. Et voilà, à partir du moment où il y a cette menace, nous, je sais que la police est arrivée très vite à BFM TV, ils ont mis un quart de police devant les locaux de BFM TV, je pense par prévention, mais voilà, que font les enquêteurs entre vendredi 10h30 et lundi 10h30 au moment où ce tireur, puisque c'est le même, réapparaît. C'est intéressant de le savoir. Pierre de Cossette, vous qui êtes en rapport avec la police, la justice, est-ce que le comportement a changé avec les chaînes info ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit ça en direct sur les chaînes info avec des bandeaux, avec des directs en permanence non-stop. Est-ce que la police vit avec cette pression en se disant, voilà, il faut vite des résultats parce que les chaînes info attendent, entre guillemets. Est-ce que ça existe aujourd'hui ? Il y a plusieurs pressions. Chez eux, déjà, il y a des pressions de temps en temps quand ils voient qu'une chose est sortie dans la presse alors que parfois ils ne sont pas informés. Hein. Il arrive que les hauts responsables de la police ou au cabinet du ministre de l'Intérieur voient le bandeau BFM TV ou iTélé et disent mais ça, j'étais pas au courant. Et ça retombe. Ça arrive que ça sorte dans la presse avant ? Ça arrive qu'en tout cas que les grands responsables de l'État ne soient pas encore informés. Et là, ça retombe comme une grêle jusqu'au plus bas étage où les policiers de base ou les commissaires ou les chefs de section vont se faire complètement taper dessus parce que l'info n'est pas remontée. Parfois, ça met plus de temps à remonter verticalement qu'à nous parvenir à nous. Après, la question que ça pose, c'est sur l'intérêt pour nous de donner en temps réel des informations. C'est vrai qu'on a, du coup, avec les chaînes d'info en continu et Internet, un peu plus de pression de ce point de vue-là. La BFM se retrouve en situation, entre guillemets, de victime. Donc je pense qu'on porte peut-être un regard un petit peu différent et on se rend compte de tous les cas dans lesquels on a fait un petit peu la course à l'info et là on se dit oula, on calme un peu le jeu, quoi. On calme un peu le jeu parce qu'on se rend compte finalement qu'il y en a peut-être un peu besoin. Faudrait vous poser la question. Mais en tout cas c'est vrai que ça pose des questions et typiquement hier quand il y a l'hélico qui tourne au-dessus, nous on peut à ce moment-là nous dire il a été vu à tel endroit, il a été vu à tel endroit. Évidemment quand on nous le dit, ça c'est off total. On va pas dire à l'antenne. Et puis sinon, il a été vu dans telle station de métro. Ouais, là, parce qu'il peut écouter la radio, il peut regarder la télé, effectivement. Il peut écouter la radio. Là, les images qu'on a diffusées, il y a une autre image qui est sortie cette nuit, qui a été diffusée simplement en interne police. Elle est sortie sur Internet. Il peut savoir maintenant qu'on a une description un peu plus précise de lui, de son visage, dans le métro. Merci Pierre de Cossette, journaliste à Europe 1 au service police-justice. Merci Philippe Antoine, rédacteur en chef à BFM TV, d'être venu ce matin dans ce studio sur Europe 1. Merci François Jost, sociologue des médias. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin, cette affaire que vous continuez à suivre bien évidemment sur Europe 1 dans les différents rendez-vous d'information.